Merci à tous de nous retrouver. On a parlé beaucoup de transition énergétique depuis ce matin en termes de gigawatts de réglementation de technologie, mais elle se fait aussi à travers les métiers, les reconversions, les équipes, les recrutements. Et c'est ce que je vous propose d'explorer pendant les 45 prochaines minutes avec nos 4 intervenants. Alors, ils ont tous un micro, c'est parfait. Donc, Michael Sigda, bonjour. Vous êtes directeur du développement chez Vinci Énergie Tertiaire. Vous nous direz un peu ce que ça recouvre. Mathieu Aveline, vous êtes chef d'entreprise pour Omexom Mobility. Florence Biral, vous êtes alors directrice du recrutement des talents, on va dire comme ça en français. Voilà, et des mobilités chez Vinci Construction. Et enfin, Geoffrey Mariani, vous êtes responsable du service des admissions de la Solive. Alors peut-être on va commencer par quelque chose de simple. On parle de métier. Peut-être vous pouvez nous présenter vos métiers, peut-être pas forcément le titre, votre journée qui est un peu classique, un chantier, un défi récent quand on parle de ces sujets énergie. Peut-être commencer par vous, Michael. Quel est votre métier ? Bien, bonjour à toutes, à tous. Oui, alors nous, dans notre division de Vinci Énergie qui s'appelle Building Solutions, eh bien, nous rénovons et nous construisons des immeubles tertiaires, c'est-à-dire globalement des bureaux, des data centers, on vient d'en parler juste avant, des hôtels, des centres logistiques et des centres industriels. Donc voilà, notre métier, c'est de passer après la conception et de les construire et de les livrer. Parfait. Peut-être même question pour vous, Mathieu. Alors nous, comme son nom l'indique, Omexom Mobilité électrique, on fait de la mobilité électrique, mais surtout des infrastructures de recharge. On a plusieurs métiers. On construit, on maintient et on exploite, on gère un certain nombre d'infrastructures de recharge. On fait ça en fait sur 2 domaines. Un premier domaine, c'est tout ce qui est bornes ouvertes au public, donc ce que vous pouvez voir si vous vous déplacez, tout ce qui pousse sur les supermarchés, sur les autoroutes, avec différents types de puissance. Et on s'occupe aussi de bornes dans les entreprises pour l'électrification des flottes. Donc voilà globalement ce qu'on fait chez Omexom Mobilité électrique en France. Donc quand on va recharger sa voiture, on risque de passer par chez vous d'une façon ou d'une autre. Exactement. Exactement. Florence, peut-être même question, chez Vinci Construction. Chez Vinci Construction, on conçoit, on réalise des infrastructures de production, stockage, distribution d'électricité par rapport au thème qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on va nous retrouver dans les énergies renouvelables, dans de l'hybride, de l'hydrogène décarboné, dans des énergies marines, dans des projets nucléaires aussi, avec nos collègues d'Omexom aussi, sur des réseaux de l'interconnexion, sur la route également. Voilà. Beaucoup de grandes infrastructures également pour servir tout ce qu'on a essayé de décrire depuis ce matin. Et puis peut-être dernière question, Geoffrey, en contrepoint aussi peut-être de ces expériences, quel est votre métier à la Solive ? Donc nous on est un organisme de formation, donc une école, et on existe depuis 5 ans maintenant, on est résident ici à Léonard et merci d'ailleurs de nous accueillir. Et en fait nous l'objectif de la Solive c'est d'accompagner justement les entreprises sur la transformation énergétique, de former les artisans du BTP de demain. Et donc pour ça on a 5 parcours. Conducteur de travaux, installateur de pompes à chaleur, technicien de maintenance sur les équipements de chauffage et de climatisation, chef de projet en rénovation énergétique et un dernier parcours qu'on a eu puis arrêté mais qu'on envisage potentiellement de reprendre sur l'installation de panneaux photovoltaïques. Alors notre enjeu, c'est sur ces 30-40 prochaines minutes d'identifier justement les compétences dont on a besoin pour réussir cette transition dans l'énergie. Je voulais vous intéresser, peut-être commencer par vous, Florence, sur de quelles compétences on parle vraiment, techniques, comportementales, est-ce qu'elles sont hybrides ? Au final, qu'est-ce que vous allez rechercher quand vous allez recruter vos nouveaux collaborateurs en réponse à ces enjeux de la transition énergétique ? Alors on va recruter des collaborateurs dans les populations évidemment d'ingénieurs, dans des populations aussi de conducteurs de travaux, de chefs de chantier, d'ouvriers. En fait, on va chez les ingénieurs généralistes, on retrouve un ensemble de compétences qui se renforcent et qui sont de plus en plus présentes dans les cursus sur l'efficacité énergétique, tout ce qui peut être diagnostic, isolation thermique,
techniques, des cursus plus dédiés aux énergies renouvelables, également des cours beaucoup plus musclés sur la partie matériaux, sur le BIM et sur la gestion des chantiers bas carbone. Et plus largement, et on en reparlera aussi par rapport à la formation interne, une attention constante à nos ambitions environnementales et au respect de la réglementation et au traitement de la data important dès l'appel d'offres. Messieurs, du coup, peut-être Michael, un peu même question sur les types de compétences qui viennent rejoindre vos équipes aujourd'hui pour réussir ces enjeux de transition. Pour répondre à la question, en fait, il faut imaginer la manière dont les bâtiments tertiaires sont en train d'évoluer maintenant. Historiquement, un bâtiment tertiaire, si je schématise, eh bien, c'est un peu de béton, des fenêtres, des prises, de l'éclairage, de la climatisation et des ascenseurs. Voilà, j'en oublie. Mais historiquement, c'est ça. Eh bien, il faut bien se figurer que depuis une dizaine d'années, les bâtiments tertiaires, comme celui dans lequel nous sommes là, mais celui-ci date déjà de quelques années, donc s'il est réhabilité, il va évoluer dans le sens de ce que je raconte. Les bâtiments tertiaires, ça s'équipe avec un tas d'autres choses qui sont connexes, connectées, ou à côté, ou en plus de tout ce que je viens de dire. On parlait des panneaux solaires photovoltaïques, on va parler des bornes. Ça, c'est pas juste un petit équipement qui se rajoute. Une borne, c'est pas juste une grosse prise. Voilà, donc il y a ça, il y a maintenant ce qu'on appelle des gestions techniques du bâtiment, c'est-à-dire un pilotage du bâtiment par l'électronique qui est de plus en plus renforcé. Il y a une directive européenne qui incite tous les bâtiments en rénovation à s'équiper de ces équipements électroniques qui permettent de piloter finement le bâtiment. Et puis des IoT, des objets connectés, et j'en passe. Donc finalement, le bâtiment qui était assez sommaire dans le passé est en train de s'hybrider entre un objet technique que je viens d'évoquer et puis un objet informatique. Donc ça va dans le sens de dire que les compétences qu'il faut qu'on ait, il ne faut pas qu'elles se limitent uniquement à des compétences très mécaniques. La clim, c'est mécanique, c'est de l'air, c'est de l'humidité, c'est assez simple. C'est pas complètement simple, mais c'est un métier. Et maintenant, il faut arriver à faire un 360 beaucoup plus large avec des métiers beaucoup plus techniques IT. Donc une hybridation de ces compétences justement avec de l'IT dans ces enjeux de rénovation énergétique. Mathieu, est-ce que c'est la même évolution que vous voyez sur vos métiers et sur ces compétences? Et comment faire en sorte que les compétences qu'on recrute aujourd'hui, on a vu que les besoins, ils sont dans un temps aussi un peu de moyen terme, que vous êtes sûr que les profils que vous recrutez aujourd'hui sont ceux qui vont être pertinents dans les 5 prochaines années par exemple? Alors, effectivement, je vais aller dans le sens de ce que disait Michael. Maintenant, une borne de recharge, c'est plus qu'une simple prise. Et l'hybridation dont il parlait, on le voit un peu dans tous les métiers, et y compris nos métiers d'infrastructure de recharge. Une borne, c'est un équipement qui est ultra connecté, qui communique déjà avec une voiture, un véhicule, et ensuite qui va communiquer avec tout un tas de systèmes, etc., pour gérer le contrôle d'accès, la facturation de la borne, etc., la remontée de défauts. Et lorsqu'on intervient sur ce type d'équipement, on peut plus juste se cantonner à être bon en élec et à connaître tout ce qu'un électricien pouvait connaître jusqu'alors. Il faut qu'il connaisse des principes sur la communication, le réseau, sur les cartes électroniques, sur les cartes, les modules de puissance, sur la communication avec le véhicule, comme je disais. Et donc c'est tout un panel de compétences qui viennent plutôt du domaine de l'IT, de l'électronique, du contrôle-commande. Et aujourd'hui, on cherche vraiment maintenant à trouver, on va dire, ces perles rares, qui aujourd'hui sont rares, d'avoir un ensemble de compétences, parce qu'il faut aussi, bien évidemment, qu'ils aient les compétences en électricité, parce que c'est la base pour pas faire de bêtises et surtout rester en sécurité. Alors, comment on les trouve? On a du mal. Le trouver sur le marché aujourd'hui, c'est vraiment un métier déjà que les métiers d'électricien étaient en tension. Alors, si on va en plus rajouter de l'hybridation, là, je vous dis, on en trouve très peu. Donc, ça dépend. On les recrute jeunes, et alors là, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient bons tout de suite. On attend plus une volonté d'apprendre et un savoir-être, et puis après on va les former, mais je pense qu'on en discutera, mais c'est surtout la formation qui est important pour nous. Michael, je vous voulais opiner, du coup vous avez aussi du mal à recruter ce genre de profil? Vous avez du mal à recruter ces profils avec cette hybridation? Oui, je partage tout à fait ce que mon voisin de droite vient de dire. En fait, j'ai l'impression que, du moins dans le monde dans lequel j'évolue, le bâtiment était plus vite que les formations. Et je vois bien, je suis papa d'adolescents à l'école, j'ai pas l'impression que ça suive encore énormément la cadence, du moins peut-être pas au niveau où ça devrait l'être. Donc on a les mêmes difficultés. Donc
On embauche des gens, on les forme en interne. On a quand même, chez Vinci Énergie, on a quand même une super capacité à former les gens, à les accompagner, mais on n'a pas trouvé la solution magique. S'il y a des candidats justement pour Mickaël et Mathieu, levez la main. Je pense que si vous cherchez des gens dans la salle aussi, on aura peut-être je confirme qu'on recrute. Candidats. Voilà, Voilà. allez, vous pouvez me laisser les CV, je les prends. C'est parfait. Julien, oui, je passe le même message et sur des chiffres plus globaux, l'ensemble des entreprises, tous secteurs confondus, devraient recruter 60 000 à 100 000 ingénieurs par an. Et en fait, il en sort 40 à 45 000. Donc, vous voyez déjà la tension. Et pour ce qui concerne le BTP, on manque de 4 à 10 000 ingénieurs annuellement, toutes sociétés confondues. Donc, on est vraiment dans une pénurie structurelle importante. Et je souligne la même tendance chez Vinci Construction. Tension et donc nécessité aussi de formation interne appuyée. Est-ce qu'il y a des types de profils en particulier justement dans cette tension, Florence, que vous soulignez, sur lesquels vous avez plus de mal à recruter ? En fait, on a des difficultés à pouvoir capter ces profils transition énergétique. Globalement, on s'accorde à dire que 5% des ingénieurs qui sortent sont, on va dire, 100% transition énergétique. Donc, parce que les cursus ne le sont pas encore assez. Il y a d'ailleurs un plan d'investissement France 2030 où le gouvernement appelle fortement à les écoles à former à ces technologies décarbonées dans le nucléaire, dans les énergies renouvelables, dans le solaire, dans tout ce qui est hydrogène, batterie, donc tous nos métiers à nous, énergie et construction. Et donc effectivement, c'est un vrai sujet de les capter. Merci. Justement, développement des compétences, je me retourne vers Geoffrey. Vous avez dit que la Soli avait quelques années. Comment a débuté cette histoire justement ? Sur quel constat vous êtes appuyé pour développer cette école de formation ? Alors, j'ai entendu 100 000 personnes qui manquaient. Effectivement, on n'arrive pas à former autant de gens par an, mais on amène notre petite pierre à l'édifice. D'une manière générale, nous, de toute façon, tous les parcours qu'on a créés, on les a créés parce que les entreprises avec lesquelles on travaillait nous faisaient remonter des besoins qu'elles avaient besoin justement de combler. Ça a été vrai pour notre première formation, chef de projet en rénovation énergétique. Ça a été parce qu'on a discuté avec des entreprises qui avaient besoin de consolider leur rang sur les postes d'auditeurs qu'on a construit cette formation. Ça a été vrai sur conducteur de travaux aussi, où effectivement le poste de conducteur de travaux existe depuis un petit moment, mais nous on vient apporter cette couche, ce focus sur la réhabilitation, qui va emmener des contraintes réglementaires, des contraintes aussi sur les échanges avec les personnes qui habitent dans les bâtiments qu'on va venir rénover, qui sont importantes. Et de la même façon, les formations techniciennes qu'on a, donc technicien de maintenance et installateur de pompe à chaleur, on vient faire ces parcours-là parce que, encore une fois, c'est des besoins qui sont criants dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc on est toujours très en lien, parce que nos formations sont aussi des parcours en alternance, on est toujours très en lien avec les entreprises et sur les besoins qu'elles ont pour pouvoir les accompagner sur ces nouveaux métiers-là, quoi. Maintenant, on n'est pas uniquement, nous, sur des profils d'ingénieurs. J'entends beaucoup parler de profils d'ingénieurs tout à l'heure. Nous, sur les profils qu'on va réussir à capter, ça va être des adultes en reconversion, ça va être des adultes en souhait d'évolution professionnelle aussi, qui étaient artisans peut-être déjà initialement, mais qui ont besoin de développer des nouvelles compétences sur des nouvelles technologies et des nouveaux systèmes. Et après, on va venir, parmi toutes les candidatures qu'on reçoit, venir vraiment appliquer un processus d'admission qui va être très exigeant, très sélectif, pour pouvoir permettre aux candidats qui ont le projet le mieux structuré et qui ont un profil qui correspond aussi au mieux aux entreprises avec lesquelles on travaille, de pouvoir trouver une alternance ou de trouver un métier en sortie de formation, quoi. Alors, je vais poser une question à vos voisins justement sur ingénieur, pas ingénieur, parce qu'effectivement on a parlé beaucoup d'ingénieurs. Sur votre façon de former justement l'ensemble des gens que vous recrutez dans cette école, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement de ces parcours de formation que vous offrez ? Carrément. Donc nous, on a 6 centres de formation à travers toute la France pour l'instant, donc à Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Lille et Toulouse. Et donc on va avoir des formations. La majeure partie d'entre elles vont se faire sur un format qui est le présentiel. Donc les personnes qui vont participer à notre formation vont avoir un premier passage intensif
en formation où ils vont être la majeure partie du temps sur des plateaux techniques à faire de la pratique. Il y a peu de théorie dans nos formations, c'est beaucoup de pratique. 90% du temps pour quelqu'un qui veut faire de l'installation de pompe à chaleur, ça va consister à être sur le plateau technique, installer des pompes à chaleur, des modèles différents, à les raccorder à l'eau, à les raccorder à l'électricité. Et après, cette personne-là partira en alternance. Donc c'est vraiment le parti pris que nous on a, c'est d'axer beaucoup nos formations sur le fait qu'elles soient courtes, pour répondre aux besoins des entreprises qui sont de recruter vite et pour répondre aux besoins des candidats qui est de retourner rapidement à l'emploi. Et deux, d'avoir une grosse partie de la formation qui est de la pratique et non pas de la théorie où on apprend de très belles choses aussi, mais on a besoin de pratiquer pour retourner vite, quoi. Alors pour vos voisins, voisines, du coup, ce type de profil, au-delà des profils peut-être de cadres, techniciens, ingénieurs, c'est ce type de profil aussi dont vous avez besoin. Florence, peut-être ? Oui, tout à fait. Donc, du technicien opérateur jusqu'à l'ingénieur. Donc, on a une population compagnon aussi qui est très importante et où on a effectivement, on arrive sur une fin de cycle, donc avec pas mal de départs en retraite et donc ce besoin de former. Côté ouvrier aussi, possibilité de reconversion. Petite note sur le nucléaire où notamment on a des formations en quelques semaines qui permettent de reconvertir des ouvriers de façon à les certifier, à les habiliter. Donc ça sont des voies d'accès possibles à l'emploi. Beaucoup d'apprentissage aussi chez nous. Et donc effectivement une large population aussi de chefs de chantier à mener dans des métiers qui sont autre chose que simplement de la gestion de planning, mais une vue globale et un travail avec toutes les parties prenantes autour de cette transition énergétique. Mathieu, Mickaël, peut-être sur ces niveaux de recrutement, on va dire, entre les profils d'ingénieurs techniciens, les enjeux que vous avez plus précisément. Nous, vraiment, le nerf, c'est le technicien. Enfin, c'est celui qui va intervenir sur les équipements, sur de la maintenance principalement. Et c'est là que nous, on va dire, on a les plus forts enjeux en termes de formation. En termes de reconversion sur ces sujets. Donc voilà, chez Vinci Énergie, des techniciens, il y en a beaucoup, mais effectivement, ils n'ont pas encore toutes les clés pour comprendre comment maintenir efficacement des infrastructures de recharge comme on a aujourd'hui. Et donc tout l'enjeu, c'est de les former donc à l'évolution de ces métiers. Et on va même faire de temps en temps, on va hybrider, on va faire le chemin inverse, c'est-à-dire des gens qui vont travailler plus sur des infra télécoms, qui était plus dans le monde du télécom, voire de l'IT, en technicien dans l'IT, et qu'on va mettre sur des sujets d'ELEC, etc., et qu'on va reformer à l'ELEC, en fait. Et donc, on est en train de faire un peu les deux, pour essayer de trouver le technicien en termes de maintenance qui soit vraiment opérationnel sur l'ensemble du scope. Nickel. Nous, on recrute à marche forcée à toutes les échelles de hiérarchie, on va dire, conducteur de travaux, responsable d'affaires, manager. On essaye de déployer tout un tas de techniques inventives pour parrainer des bacs pro, pour être présent dans les forums écoles. Bon, voilà, on tire dans tous les sens parce que la concurrence est rude. Enfin, je rejoins évidemment tout ce qui a été dit jusqu'avant. La concurrence est rude. Voilà, il faut faire venir les jeunes et après, il y a peut-être un sujet aussi dont on pourra parler, il faut les faire rester. Et ça, c'est pas toujours évident. Ils sont peut-être un tout petit peu plus volatiles que ce que les gens de ma génération ont été. Et il faut aussi déployer de l'inventivité en matière de carrière, de visibilité de carrière pour les faire rester. Justement, allez-y, développez peut-être ce point-là sur la rétention et puis la projection dans les carrières telles que vous pouvez les proposer aux gens que vous recrutez. Alors, il y a quelque chose qui est à mon avis assez fort dans l'ADN Vinci, c'est la capillarité. Voilà, on peut rentrer stagiaire autour de moi. Alors moi, je suis pas un pur produit Vinci, mais les gens qui travaillent avec moi sont pour la plupart des purs produits Vinci. Ils sont rentrés stagiaires, puis jeunes ingénieurs ou jeunes responsables d'affaires, et puis ils ont gravi tous les échelons jusqu'au job de chef d'entreprise, qui est le patron de sa petite business unit. Donc ça, c'est vraiment un super métier, et voir au-dessus. Donc il y a vraiment cette possibilité qu'on offre à nos jeunes, s'ils sont motivés, s'ils veulent y arriver, de suivre l'échelle jusqu'à des jobs qui sont à mon avis très intéressants.
Bon, après, il y a plus, il y a moins de jobs que de personnes, hein, malheureusement, c'est une pyramide, mais on a cette possibilité de progression hiérarchique en interne. Donc ça, on le fait miroiter, et en fait, c'est pas juste c'est pas un mensonge, hein, c'est la réalité des choses, et puis on leur donne de la liberté, de l'autonomie, on essaye de les faire progresser avec un respect aussi de l'équilibre vie privée, vie pro, c'est réel. Alors ça ne veut pas dire qu'on bosse pas, on bosse beaucoup, mais on essaye d'être très attentif à ça. Donc on met des trésors d'inventivité pour les faire venir et on essaye après de tout faire pour les faire rester. Et c'est les deux jambes du problème. Florence, vous voulez rebondir là-dessus? Oui, je pense que c'est une valeur qu'on partage, quel que soit notre pôle chez Vinci, c'est l'autonomie, c'est l'esprit d'entreprendre et aussi, quelle que soit la fonction de chacun, la possibilité aussi d'aller vers du tutorat de plus jeunes, vers de la formation, vers de l'accompagnement, ou vers des projets d'innovation aussi, vous le savez bien chez Léonard. Donc je pense que ce sont des voies multiples qui permettent de se projeter. Et certainement dans le futur, à travailler davantage avec nos opérationnels, ce sont les ponts entre des activités différentes qui permettront, par des passerelles sur certaines compétences ou certaines habilitations, de pouvoir continuer des métiers un peu différents dans d'autres environnements. Et je pense que le groupe, il est très très large pour pouvoir se développer. Geoffrey, je reviens vers vous peut-être sur vous aviez indiqué que vous étiez à l'écoute des besoins des entreprises. Quelles sont les évolutions que vous avez vues depuis le début, l'origine de la Solive, sur justement ces besoins d'entreprise? Est-ce que vous avez vu émerger de nouveaux besoins de compétences, de nouveaux profils, de nouvelles hybridations aussi? On en parlait beaucoup d'hybridation tout à l'heure. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, sur les formations qu'on a lancées initialement et même sur un peu la majorité des parcours qu'on a aujourd'hui, on est bien adapté pour former des personnes qui vont aller après intervenir auprès de propriétaires sur de la maison individuelle ou sur des équipements, on va dire, de petite taille. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'effectivement on manque et on a envie de s'améliorer sur tout ce qui va être du tertiaire, sur des équipements beaucoup plus complexes, beaucoup plus importants en termes de taille, et comment on arrive à adapter nos parcours pour qu'ils puissent former des artisans qui demain vont savoir gérer ces systèmes complexes et bien dimensionner ces systèmes-là. Donc ça fait effectivement partie des adaptations qu'on doit faire sur nos parcours, qu'on est en train de faire sur les parcours actuels que l'on a déjà, pour pouvoir proposer aussi bien un accompagnement de particuliers comme de copropriétés ou de bâtiments tertiaires. Et après, là où je rejoins un peu ce qui a été dit avant aussi, c'est sur la partie électrification des usages. Aujourd'hui, on n'est pas forcément présent sur ces sujets-là. Alors, la partie photovoltaïque, on l'a faite, on l'a mis en pause parce que le marché était un petit peu chancelant et on se demande si effectivement on veut y retourner, mais je pense qu'il y a tout plein de choses autour de l'électrification sur de la maison individuelle, sur du tertiaire, sur lesquels on n'est pas du tout présent aujourd'hui en termes de formation et qu'on envisage pour un futur plus ou moins proche. Alors vous aurez l'occasion de poser des questions, donc n'hésitez pas à lever le doigt si jamais vous avez des interrogations pour nos intervenants. Avant ce temps de questions-réponses, je voulais qu'on essaye de se projeter un peu plus loin que ce que... Alors, il y a déjà beaucoup de tension dans ce que vous décrivez aujourd'hui dans les recrutements. Mais si on fait cet effort un peu de projection, et vous avez commencé à le faire, Michael, quand vous avez parlé de cette hybridation, quels sont les métiers que l'on voit émerger, que l'on voit arriver? Quelles sont les compétences que vous n'avez pas tout à fait encore recrutées et que vous sentez peut-être des petits signaux faibles, dire il faudrait peut-être qu'on se positionne? Ça intéressera peut-être la Solive d'ailleurs sur ce sujet. Michael? Ouais, alors, juste avant de répondre à la question, Julien, je reviens avant sur le sujet du solaire photovoltaïque. Alors, je suis d'accord, le solaire en France, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, mais ça n'a pas vraiment le vent en poupe. Il n'y a pas de jeu de mots. Ça fait 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Voilà, il n'y a pas réellement de cap gouvernemental très fort. Ceci étant, et c'est là où il faut arriver à passer du concret au concret, là, dont aujourd'hui il y a peut-être un petit peu de stratégie globale. En fait, si on prend l'exemple du solaire, que je connais très bien, tout le monde est au courant de l'actualité, de l'Iran, de la dépendance aux fossiles et au pétrole. Au-delà de l'enjeu écologique, je parle bien de l'enjeu de dépendance et de souveraineté. Et j'ai l'impression quand même, mais après c'est là où il faut faire des paris, j'ai l'impression que les choses vont plutôt dans le sens
d'une électrification au détriment des usages classiques. Si on rajoute dans l'équation ce qui a été dit avant sur les data centers qui sont très gourmands, donc on aura moins de pétrole, moins de gaz et plus de besoin en électricité. Donc, c'est-à-dire que ce bâtiment, il est fort probable, je ne le connais pas, mais qu'il soit chauffé au gaz. Donc, demain, si on le refait, il sera plus chauffé au gaz, mais à l'électricité. Donc, ça, plus ça, plus ça, on va aller sur une dépendance. On va être beaucoup plus en nécessité d'avoir de cette électricité disponible. Alors, en France, elle l'est, mais si tout switch du fossile au gaz dans les 15 années à venir, il est fort probable qu'on ait quand même besoin du solaire. Et il est fort probable qu'on ait besoin de géothermie. Et il est fort probable qu'on ait besoin de micro-éoliens. Il faut sans doute, dans ces métiers aussi, faire un peu de prospective. Peut-être qu'on prendra des voies qui iront nulle part, mais il faut sans doute réfléchir à ça. Donc le solaire, à mon avis, il ne faut pas lâcher. Il faut garder le cap. Parce que même si aujourd'hui le gouvernement ne met pas les watts là-dessus, et c'est encore un jeu de mots un peu tendance, mais si on ne met pas à fond là-dessus, peut-être que demain on va y aller. Donc ça, c'était juste pour rebondir sur le sujet du solaire. Et pour revenir à la question Julien, donc moi je vois deux sujets qui sont liés à l'hybridation. Le premier, c'est la cybersécurité. Il y a deux sous-chapitres en fait, qui auraient notre cybersécurité à nous, entreprise Vinci, mais ça je le laisse de côté parce que c'est plus le sujet des DSI. Mais il y a la cybersécurité de ce qu'on installe chez nos clients. Ce bâtiment, si demain il est, comme je vous le disais il y a 5 minutes, il est ultra connecté, avec les objets connectés, il est connecté au réseau RTE, parce que c'est ça aussi dont on parle, il est connecté à gauche, à droite, ce bâtiment devient une faille. Donc ça, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il faut bien garder en tête qu'il y a un sujet de cybersécurité. Et le deuxième sujet dont on doit absolument parler, qui est au cœur de la transition énergétique, c'est la place de l'IA. Dans nos formations, donc là on a mis un programme, on essaye de booster la sensibilisation à tous les étages de la fusée de nos départements, de sensibiliser les gens à l'IA, puis surtout comment on va pouvoir accélérer sur l'usage de l'IA. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas le mettre de côté. Florence, peut-être sur ces nouvelles compétences attendues, si on essaye de se projeter un peu. Alors chez Construction, on est sur nos compétences de base, mais toujours avec ce pivot. Par exemple, si on parle de génie civil, c'est le pivot de la sobriété, c'est le pivot de l'économie circulaire, le travail sur les matériaux. Donc, et après, sur l'ensemble de la chaîne et puis sur des fonctions chantier donc du compagnon jusqu'à l'ingénieur qui sont beaucoup plus interconnectés, c'est effectivement chacun à son niveau l'utilisation du numérique, l'utilisation de l'IA et effectivement ce sujet de cybersécurité, quels que soient les chantiers qu'on mène en lien avec nos clients. Alors, cybersécurité, économie circulaire, nouveaux matériaux, beaucoup de compétences aussi à développer. Mathieu, cybersécurité aussi, est-ce que c'est facile de hacker une borne électrique ou peut-être d'autres compétences aussi à déployer dans vos métiers? Malheureusement, je ne devrais pas le dire, mais aujourd'hui, c'est assez facile de hacker une borne. Oui. Parce que tous les protocoles ne sont pas là, parce que les techniciens ne sont pas formés, parce que ceux qui fabriquent des bornes ne sont pas mis au niveau. Donc oui, il y a des très très forts enjeux, surtout que c'est un trafic qui explose en ce moment et donc c'est des masses monétaires importantes et donc les risques sont de plus en plus grands et il faut qu'on s'améliore sur le sujet cyber, c'est un des grands enjeux qui est lié à l'IT mais voilà dont Mickaël a parlé. Moi, juste dire un mot parce que dans transition, alors on parle beaucoup de technique mais il y a aussi la transition des usages. Et notamment, nous, c'est quelque chose qu'on voit dans la mobilité électrique. Et notamment, je vous ai dit qu'on travaille beaucoup avec les entreprises dans l'électrification des flottes. Et une transition, ça passe par déjà des gens qui sont convaincus et qui vont comprendre comment faire cette transition. Donc on n'est pas sur des aspects techniques. Et d'ailleurs, beaucoup de clients nous attendent pas sur ces sujets techniques, mais sur des sujets de comprendre comment ça marche et comment accompagner leurs salariés, leur population dans la transition à l'électrique, qui n'est pas une transition facile aujourd'hui. Hein. Nous, on est peut-être des pionniers, on sait comment ça marche, etc. Mais quand nous, on va dans des entreprises pour dire « vous allez avoir des véhicules électriques et des bornes », la première réaction, c'est « je vais faire comment quoi ? Et ça marche comment ? Je vais tomber en panne ?» Enfin, vraiment, c'est encore ça. Aujourd'hui, il y a un quart des véhicules vendus qui sont électriques, mais le parc n'est pas encore massivement passé. Et donc, on a un peu besoin de travailler sur ces sujets-là avec plutôt nos ingénieurs, les responsables d'affaires, qui soient capables, on va dire, d'accompagner la transition aussi dans les usages pour les clients.
Et ça, c'est un point sur lequel on travaille pour qu'il ne soit pas juste dans les aspects techniques, quel câble il faut mettre, quelle section, machin, etc. Mais plutôt accompagner le client dans des sujets qui sont quasiment dans le thème du RH, quoi. Du coup, transition des usages d'appropriation. Peut-être en sondage dans la salle, qui a un véhicule électrique dans la salle? 2, donc 3. Donc, messieurs, dames, il va falloir aussi faire votre propre transition de... Ah oui, les gens, voilà. Et les gens qui n'ont pas de véhicule, voilà. C'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup aussi dans ce sujet. Mais ça, c'est un microcosme parisien. Donc, exactement. Donc... Je me suis risqué au sondage en live. Geoffrey, dans 5 ans, les nouvelles formations de la Soliv, ça ressemble à quoi? Oh waouh, excellente question. Très bonne question. J'ai pas réfléchi à ça, mais non, mais je pense que ce sera, quoi qu'il arrive, une continuité de ce qu'on fait aujourd'hui, avec l'aspect grand ensemble dont je parlais tout à l'heure, pour sortir un petit peu de ce périmètre restreint sur lequel on s'est lancé, parce qu'il fallait bien choisir, qui est la maison individuelle, le petit équipement. Donc je pense bien évidemment besoin de généraliser un petit peu tout ça. Je suis d'accord avec ce que disait Michael tout à l'heure, que le solaire, on ne l'a pas abandonné, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir reprendre quand il faut, mais ce dont a besoin la Soliv et ce dont ont besoin les entreprises avec lesquelles la Soliv travaille, c'est un peu un cap clair qui nous permet juste de savoir quels sont les besoins de demain. Nous, aujourd'hui, la plupart des gérants avec lesquels on travaille, ils ne sont pas capables de savoir s'il va y avoir des nouveaux chantiers qui vont commencer demain ou pas, s'il y a des chantiers qui vont être décommandés du jour au lendemain parce que des aides ont été supprimées ou autres. Et donc c'est ça qui leur manque aujourd'hui beaucoup pour pouvoir pour pouvoir travailler avec nous de façon très précise. Et nous, on a une obligation envers les candidats qu'on admet en formation, c'est de leur proposer des formations qui vont leur permettre vraiment de trouver du travail derrière. On n'est pas juste là pour former des gens. Donc je pense que ce sera une continuité de ce qu'on fait sur des plus grands ensembles et probablement avec beaucoup plus de campus à travers la France et peut-être en Europe. C'est tout ce qu'on vous souhaite du coup. On peut vous applaudir tout de suite pour ces partages. J'aurais une dernière question pour chacun d'entre vous, mais il y a peut-être des questions dans la salle pour nos... Hop, monsieur, hop, c'est moi qui vais faire le... Je vais me déplacer. Merci. Moi, j'ai une question pour Madame Biral. Vous avez annoncé qu'il y a de plus en plus de pénuries d'ingénieurs, sachant qu'il y a certaines fiches de poste. Quand on voit les postes pour les profils de juniors, on demande plusieurs années d'expérience. Je me demande s'il n'y a pas une contradiction entre les fiches de poste que les ressources humaines rédigent et le constat de pénurie d'ingénieurs. Oui, effectivement, c'est une excellente remarque. Je pense qu'on s'inscrit chez Vinci Construction, plus largement dans le groupe, sur des parcours longs. Donc, on recrute dès le stage de 2e, 3e année. On recrute aussi en apprentissage. Et effectivement, l'expérience qui est déjà gagnée durant cette période, elle est importante pour nous. Et donc, en ce sens, on peut effectivement déjà s'asseoir sur une première expérience. Je pense que c'est plutôt aussi comme ça qu'il faut voir le sujet sous cet angle-là, sous l'angle de l'alternance aussi dans nos équipes. Si je rebondis un peu, si je prolonge cette question-là, est-ce que du coup cette nécessité d'avoir des expériences, c'est parce que vous considérez que les formations peut-être aujourd'hui, telles qu'elles sont pensées, alors je ne parle pas de la Soliv qui est très ancrée dans le terrain, mais peut-être dans les formations d'ingénieurs, ne répondent pas tout de suite aux besoins opérationnels que vous avez? Mathieu. Effectivement, moi, je fais plutôt le constat que d'un certain nombre de formations et du part de l'évolution du secteur, etc., que les technos bougent un peu tout le temps, on a des formations qui deviennent dites obsolètes et en fait, on mise plus sur la formation nous en interne et l'expérience terrain. Et bon, bien sûr, c'est toujours bien d'acquérir des gens avec de l'expérience, mais on ne va pas forcément chercher ça tout de suite. Nous, on prend beaucoup d'alternance. Je prends pas mal aussi de gens en reconversion professionnelle. Là, je suis aux 2e personne qui faisait complètement autre chose. On mise plus sur les compétences humaines aujourd'hui et on va former les gens. On va former après l'intégration sur les technologies et sur nos métiers. Une autre question? Non, c'est très bien. Ah, oui, monsieur devant. Est-ce qu'on peut donner un micro à monsieur ? S'il vous plaît.
Non, c'est juste une remarque au niveau du solaire. Il ne faut pas oublier le solaire thermique aussi, qui est quand même quelque chose d'assez rustique au niveau fonctionnement et aussi en fait moins critique par rapport aux approvisionnements en silicium par rapport au photovoltaïque. Il y a peut-être un tout petit peu plus dans le logement. Oui, tout à fait. Mais dans le logement, bien sûr, oui, éventuellement, qui peut venir en chauffage basse température de plancher, qui peut après être complété par de l'électricité, ou pompe à chaleur. Mais ça permet quand même, et dans toutes les régions quasiment de France, on peut quand même avoir cet apport gratuit en quelque sorte des calories qui peuvent préchauffer soit de l'eau chaude sanitaire, soit de l'eau chaude de circulation quand on a encore des réseaux de chauffage collectif par des radiateurs. Eh bien, merci pour cette remarque et je vous propose qu'on s'arrête là. Merci à tous les quatre pour ce tour d'horizon qui montre que justement la transition énergétique, on a besoin de bras, on a besoin de cerveau, on a besoin de mains aussi, que l'on parle de mobilité, de rénovation, de construction de nouvelles infrastructures, du petit objet au grand objet. Donc n'hésitez pas aussi à aller à la rencontre de nos intervenants dans les temps de networking dans ce sujet. Merci à tous les quatre, on peut vous applaudir une dernière fois pour ce sujet.